Ba'ezrat Hashem. On va essayer d'expliquer c'est quoi la vente du Chametz. Comme ça. Chametz à Pessah, non seulement on n'a pas le droit d'en consommer, mais on n'a pas le droit d'en posséder. Chas v'shalom, quelqu'un qui en possède, c'est chayav karet. C'est aussi grave que manger. C'est peut-être moins grave sur certaines facettes, mais la punition que quelqu'un reçoit, il mérite. Hachem, dans sa gentillesse, c'est pas toujours qu'il punit de cette façon, en général non, mais c'est ce qu'il mérite, c'est karet. Même s'il habite en France, il a une maison, je ne sais pas où, dans 4 coins du monde, à 24 000 km d'ici, je ne sais pas si ça existe, ou à 18 000 km d'ici, s'il y a du chametz dans cette maison qui lui appartient, ça sort. Alors on a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un il se retrouve à Erev Pessah, il a des bouteilles de bière. La bière, c'est chametz. Le whisky aussi. Qu'est-ce qu'il va faire? Ou bien, il avait du chametz, des pâtes. Qu'est-ce qu'il fait? La Gemara a dit, tu le donnes à un non-juif, dans l'intention qu'après Pessah, il te le rend. C'est ton ami, il connaît, il sait. Tu as peur qu'il ne va pas te rendre, tu lui vends. Et après Pessah, il va te revendre. Il n'y aurait pas de problème. Même si je sais qu'après Pessah, il va me le revendre, je ne vais pas l'obliger, je ne me fais pas une obligation. C'est possible que même si je l'oblige, c'est pas grave. C'est pas évident. Mais disons, il n'est pas obligé. Mais je sais. Ouais. Il n'y a pas de problème. Parce que concrètement parlant, ce chametz ne m'appartient pas. Donc il n'y a pas de problème. Comment ça se faisait dans le temps? C'est d'entre voisins. Il avait 3 bouteilles de whisky, de bière, il lui donnait. Suivante. Le dernier siècle, c'est arrivé des cas plus compliqués. Quelqu'un avait une usine de bière. Comment il fait? Ouais. Ou bien, j'ai tellement de quantité que comment on va faire? Alors là, c'est un problème. Pourquoi c'est plus problématique? Parce que pour que ce soit considéré comme le sien, il y a ce qu'on appelle un acte de kinyan, d'achat. C'est-à-dire il faut que la Torah considère que ça lui appartient réellement. Si par exemple, j'ai promis au non-juif de lui vendre quelque chose, ce n'est pas encore à lui. Mieux encore, d'après la halakha, c'est pas évident que s'il me paye de l'argent, que l'objet lui appartient. C'est-à-dire, entre juifs en tout cas, ouais. Si quelqu'un me donne de l'argent, j'ai pas le droit, je lui vends une montre, il m'a payé. J'ai pas le droit de changer d'avis. Mais si j'ai changé d'avis, je ne suis pas un voleur, je lui rends l'argent et l'objet reste le mien. Pourquoi? Parce que pour qu'il lui appartienne, qu'il appartient vraiment, il faut lui donner, lui transmettre en main propre. Donc comment faire si j'ai un stock de pâtes? Il ne va pas venir en main propre. L'idéal, c'est que le non-juif vienne avec sa grue, avec sa... Comment ça s'appelle? Pas une grue, une... Je ne me rappelle pas, ouais. Et il va prendre chaque palette de pâtes, il va la lever, ça y est, c'est à lui. Il lève, c'est à lui. Il y a qui te diront, qui te dit que c'est valable avec une grue, peut-être qu'il va que les mains. C'est pas possible. Alors, comment faire le moyen de vente pour que ce soit considéré comme une vente totalement valable d'après la halakha? C'est compliqué. Et on fait beaucoup de sortes de kinyanim. Ce qu'on appelle kinyan soudar, c'est un échange avec un avis, un objet. On fait kinyan agav karka, c'est-à-dire on lui loue un terrain et agav, c'est un peu compliqué. On ne peut pas l'expliquer, il faut laisser au roi. Mais qu'est-ce qui se passe quand moi je ne suis pas compétent? Alors qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est quoi l'acte de vente? Je ne signe pas que je vends au non-juif, je délègue le rave, et le rave, lui, c'est lui qui va s'en occuper pour faire la vente auprès du non-juif. Et en général, le rave, c'est pas ce rave, c'est lui ou son délégué. C'est pas noté sur la page à qui je délègue, parce qu'on ne peut pas savoir si on n'a pas prévu, ou même si on a prévu, rien n'est sûr. Donc au fait, je délègue une personne qui fera de la rabbanoute, de la rabbanoute du consistoire, ou de l'organisme qui s'en occupe. Une des personnes là-bas, c'est elle, en mon nom, elle va faire la vente. Donc au fait, quand je signe,
c'est une délégation, ça s'appelle shlichut. Shlichut, c'est une délégation, on lève, je ne dis pas, c'est pas délégation, j'utilise le mauvais mot, je pense. Je donne le pouvoir. En fait, c'est un don de pouvoir, je crois. Je sais pas, il doit y avoir un terme en droit, je ne sais pas. Je donne le pouvoir de vente, je délègue mon pouvoir de vente au Rav ou à son représentant. Et lui, ce qu'il va faire, il va vendre au goy. Comment il va vendre? Il faut que ce soit valable d'après la halakha. Est-ce qu'il faut que ce soit valable aussi d'après la loi du pays dans lequel on vit? Là, c'est une marloquette. Et qui disent que puisque d'après la halakha, c'est vendu, c'est vendu. Le fait que le non-juif ne va pas suivre les lois de la halakha, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vendu. C'est à lui. Ça lui appartient. Ce n'est pas Mohamed. Même si je sais que je vais l'acheter après Pessah. Mais ce n'est pas grave. C'est essentiel, c'est que pendant Pessah, il ne m'appartient pas. La Torah n'a pas donné l'ordre d'éliminer le Pessah, le Hametz de la planète. La Torah a donné l'ordre, ne possède pas de Hametz. Un non-juif qui possède le Hametz, il n'y a aucun problème. Donc, en fait, ça lui appartient totalement, mais il faut que ça lui appartienne selon la halakha. Donc on va faire des actes de vente que la Torah considère comme un acte de vente, et c'est pas aussi simple que ça, parce que quand c'est un terrain, on sait comment faire, quand c'est un objet, normalement, tu le passes en main propre, quand tu ne peux pas donner en main propre, c'est compliqué, c'est pour ça que les Rav, ils font plusieurs façons de faire le kinyan, c'est pour ça aussi qu'ils vous diront, on préfère ne pas vendre, parce qu'on ne sait pas exactement comment faire pour que l'acte de vente soit valable d'après la halakha, quand je ne lui donne pas en main propre. D'ailleurs, dans le temps, c'était en main propre. Comme il m'a dit, au Maroc, il se souvient, il y avait l'arabe qui venait avec sa camionnette, et les juifs lui livraient, on lui mettait dans la camionnette tous les caisses pleines de Hametz. Il les prenait chez lui à la maison. Alors lui, il savait. Il achetait ça pour 10 000 et revendait 11 000. Il s'est gagné un petit peu, c'est pas grave. C'est comme ça ce qu'on fait. C'est lui aller. C'est vrai. Maintenant, comment on fait cette vente? Et si le goy il veut prendre, qu'est-ce qu'il va faire? Alors en fait, on lui fait une vente. Il nous donne un compte. Et après Pessah, on dit, le reste sera payé en une date de 10 jours après. Ouais. Donc en fait, c'est à lui. Il a payé une petite partie de la valeur de ce qu'il a acheté. Et s'il décide après Pessah de rendre. ouais, parce que l'échéance de paiement, c'est après Pessah. Et après Pessah, on lui demande, tu veux ou pas acheter? S'il y a un cheikh saoudi qui lui dit, j'ai un chèque de 100 milliards d'euros, tu peux acheter toutes les usines d'Israël, on va être dans un problème. Ouais. C'est-à-dire, dans l'acte de vente, on dit, sera vendu selon la valeur, selon ce que cela vaut. Comment ça vaut? On va calculer après. On n'est pas obligé maintenant de conclure. Je peux conclure la vente, quel est le prix? Le prix, selon ce que les spécialistes vont évaluer. Ouais, estimer, selon l'estime de ce que ça vaut. Donc, arrivé après Pessah, on lui dit, voilà, tiens, Elon Musk, il t'a donné quelque chose? Si oui, ben, je suis en problème. Sinon, en général, qu'est-ce qu'il va faire avec 53 bouteilles de whisky entamées? Hein? Pas grand-chose. Alors, il va gagner, c'était 1000 euros. Surtout qu'il sait que si cette année il fait, alors l'année prochaine aussi, on va continuer. Alors, tu passes quelques heures auprès avec des rabbinim, en plus, on lui donne des honneurs, et en plus, il a gagné un peu d'argent, pourquoi pas? Ouais. Justement, est-ce qu'on le paye un peu plus, justement? Parce que je dis, ouais, on lui vend pour 10 000, on lui rachète pour 11 000. Je dis un prix. Hein. Donc, il s'est gagné un peu cette différence. Il a revendu un peu plus cher que ce qu'il a acheté. D'accord? C'est pas qu'il va regretter la vente. S'il regrette la vente, on est dans un problème. S'il annule la vente rétroactivement, on aura un problème. Parce qu'il s'est avéré que ça nous appartenait. C'est pas ça. C'est qu'il fait la vente, et là, il nous revend. Alors évidemment, on prend un arabe, on lui explique que c'est un arabe intelligent, qu'on sait. Je dis un arabe parce qu'en Israël, c'est des arabes, c'est pour ça. Ouais. Je suis dans ma tête, je suis en Israël, peu importe. Et c'est-à-dire, en France, celui la personne, c'est quelqu'un qui comprend. On peut vendre à quelqu'un qui est en voie de guéroute, qui comprend. Mais ils sont vexés, ils veulent pas, parce qu'ils veulent garder Pessah, en général. Et ils ont raison. Mais halakhiquement parlant, il n'y a aucun problème. Et donc, on lui vend, et après Pessah, il nous revend. Mais il faut savoir que c'est une vente réelle, c'est pas du jeu. D'ailleurs, Rav Yashiv, il pense qu'il faut que ce soit aussi valable d'après la loi locale. Sinon, c'est un problème. C'est pas que tout le monde soit d'accord,
Mais les rabbanout al-Sherit, c'est des organismes qui suivent l'avis de Rav Elyashiv, ils font avec un avocat, tamponné, notaire, c'est une vente. Même si tu vas au tribunal en Israël, tu ne peux pas dire je pensais que c'était juste un acte. C'est une vraie vente. C'est une vente véritable. Non. C'est ce qui se passe en Israël, c'est des usines. Ou bien des grandes surfaces. Ou même des petites surfaces. Ils ont des grands stocks. Donc ils le vendent. C'est pour cela qu'il y a qui disent qu'est-ce qui se passe quand le vendeur, c'est quelqu'un qui n'y croit pas. Lui, il a besoin ensuite de vendre aux juifs, religieux. Pour lui, signer, il ne sait même pas ce qu'il a fait. Alors, en général, on essaie de lui expliquer. C'est pas toujours. Lui, de son côté, c'est du baratin. C'est un peu problématique. C'est pas évident que c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'il a signé, il a signé. Hein, j'ai signé, après je dis, moi je croyais que c'était du baratin. Je croyais que c'était du théâtre. C'est valable? C'est quelque chose? Ça marche pas comme ça. J'ai signé. Mais quand même, moi une fois j'étais dans une pompe d'essence. Il y a là-bas, tu vois, je rentre dans le bureau du directeur, je vois tout le khametz là-bas à libre portée. Alors je ne sais pas s'il en a vendu la fête, mais pour lui, il s'imagine, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, je ne sais pas. C'est pour cela que quand c'est quelqu'un qui n'est pas très religieux, il y a qui évite d'acheter un khametz qui a été vendu. Pourquoi? Parce que la halakha, elle est qu'un khametz qui était dans la possession d'un juif pendant Pessah, après Pessah, il est assourd Bénard. On peut en tirer profit. Quelqu'un, il avait une bouteille de whisky. Il n'a pas fait de vente de Hametz parce qu'il croyait qu'il n'avait pas de Hametz. C'est sûr qu'il n'y a pas de Hametz. Passé Pessah, il découvre au fond de son armoire une bonne bouteille de whisky. Ouais, maintenant il se souvient, elle était tellement chère qu'il avait bien enterré au fond. Qu'est-ce qui se passe? Il doit prendre cette bouteille et la verser aux toilettes. Il n'a même pas le droit de l'offrir à son voisin non juif. Il peut pas en tirer profit. Il n'a même pas le droit de faire boire ses chiens. Bon, mais c'est-à-dire qu'il a mangé du khametz, parce que le fait de donner un animal, c'est un plaisir. Ouais. Je n'ai même pas le droit d'en tirer profit. D'ailleurs, une parenthèse, il faut savoir que le vin pas cachère, non seulement on n'a pas le droit d'en consommer, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Donc, moi j'ai un dentiste, il m'a dit voilà, il y a un patient qui m'a offert une bonne bouteille d'eau. Tu n'as pas le droit, toi, de la donner à un non-juif. Parce que si tu donnes à ton collègue, le fait de lui offrir un cadeau, tu en tires un profit ensuite. Tu ne peux même pas donner à un animal, parce que donner à un animal, c'est un plaisir. Je ne parle pas de ton chien. Il y a un animal dans la rue. Il y a un chien errant qui n'appartient à personne. J'ai un khametz qui a passé Pessah, qui n'a pas été vendu. Je vais le donner au chien. J'ai un plaisir de donner à un chien. Un plaisir quand même. Ça soit. Et c'est là le problème, par exemple, en Israël, et le duty free. Le duty free, je ne sais pas s'ils font la vente. En principe, ils ne font pas la vente. Donc tout leur stock, il est interdit à la consommation. Alors, je pense qu'ils font oui une vente. Et c'est possible aussi que même ce qu'ils continuent à vendre, en fait, ils vendent le magasin aux non-juifs. Alors là, c'est déjà un peu plus compliqué. Ouais. C'est-à-dire, en fait, le duty free, en Eretz, il appartient à l'arabe. Théoriquement, tous les gains des jours de fête lui appartiennent, s'il veut. Je pense qu'ils font comme ça. C'est pas évident parce que le vendeur n'a pas le droit de vendre aussi. C'est par exemple quelqu'un qui est vendeur dans une grande surface. Et il vend le khametz. Il y a qui disent, si je me souviens bien, que c'est interdit. Pourquoi? Parce que je ne peux pas refuser de vendre le khametz. Donc au fait, quand je vends, je suis vendeur, je ne suis pas propriétaire. Donc au fait, quand je le vends, j'en tire profit. Ou bien un juif qui travaille dans un restaurant pas cachère, qui vend du khametz, je parle. Parce que tout ce qui est le reste, on a le droit de vendre, parce que j'ai le droit d'être un employé. Encore c'est une autre chose, je parle de ça exactement. On n'a pas le droit de faire un commerce de pas cachère. Je suis un employé. Il n'y a pas de problème. Mais si je suis un employé qui va vendre du khametz, alors il faut faire attention qu'il n'y a pas un risque de manger du khametz, je ne sais pas. Donc c'est totalement déconseillé. Mais c'est assourd mais karadine. Parce que le fait que je vends le khametz, c'est grâce à ça que j'ai ma paye. Donc je tire profit d'un khametz. Il faut faire attention. Donc on récapitule. La vente dans le temps, c'est la Gemara qui le dit,
on le donnait en main propre. Aujourd'hui, on ne le donne pas en main propre. C'est sur papier. Mais sur papier qui soit valable, d'après l'Acha, évidemment, et qui disent même d'après la loi locale. Mais il faut savoir que ce n'est pas du théâtre. Mais il y a qui disent, ouais, au fond, le vendeur, il s'imagine que c'est du théâtre. Et c'est pour ça qu'il y a qui préfèrent ne pas utiliser du Hametz qui a été vendu, parce que l'Alacha, elle est qu'un Hametz qui n'a pas été vendu, même par oubli, le Hametz après Pessah, il faut le brûler. Interdiction de faire le profit. Non. Qu'est-ce qu'on fait au fait? On vend le Hametz. Seulement. Pourquoi? Pour ne pas avoir à transgresser. De plus, si on vend le Hametz, l'avantage il est que si par hasard j'ai oublié une bouteille de whisky, ah ben je l'ai vendu. C'est-à-dire que j'ai vendu. Mais ce qu'il faut savoir aussi, un Hametz d'un non-juif qui est chez moi à la maison, on est obligé de faire ce qu'on appelle une mérite à une barrière pour ne pas oublier et le consommer par hasard. C'est pour cela que tout le Hametz qui a été vendu, il ne faudra pas seulement, on n'aura pas le droit de le laisser tel quel, il faudra le mettre dans une armoire, fermer à clé, mettre la clé séparée. Aujourd'hui, je prends avec du scotch et j'écris même vendu. Enfin, j'ai du scotch en papier, tu sais. Je mets sur mes armoires, je fais vendu. Si j'ai ma cave, il y a un problème. Si je ne vends que le Hametz dans ma cave, c'est possible que j'ai encore l'obligation de faire la vérification de Bdikat Hametz. Ouais, c'est pas évident. Mais en tout cas. Parce que des fois, dans des procurations, ils disent où est-ce que sera stocké le Hametz. Si on précise la pièce, on dit par exemple dans la cave ou dans le grenier, et que dans la chambre, on arrive et on a oublié, il y a un paquet de gâteaux qui est fermé et qui est Hametz. Alors, on dit quoi? On vend tout le Hametz qui se trouve chez moi. Et Aussi, c'est pas seulement. Et c'est aussi. Aussi. Ouais. Celui qui est stocké dans le grenier. Ouais. Tout ce qui est tout ce dans le על השיעור? כן. יש איסור לקנות, נגיד אתה הולך למשל מאפייה, פסח, שמוכרת לך בצק שהוא כשר לפסח. לא, מה שכסף בזה כשר לפסח. לא, אבל ההתכוונות, אתה קונה בסוף מאפה. זה שהמאפה עצמו הוא כשר. אין איסור, זה רגש של יהודי. הרגש של יהודי יש לו משמעות. אין איסור בכלל? לא. יהודים, מרוקאים לא אכלו חומוס, כי זה נשמע חמץ. כן? Et même en Ashkenaz, on ne prenait pas des boissons fermentées, parce que ça a une insonance de Hametz. C'est le cœur. C'est comme aujourd'hui, si on me demande la question, est-ce qu'on a le droit d'acheter ce qui a l'air du pain? C'est pas interdit. Mais on peut comprendre le cœur d'un juif. Moi je dis toujours, ce que le cœur d'un juif ressent, il y a du vrai dedans. Est-ce que c'est assourd? C'est assourd. לב של יהודי מרגיש דברים נכונים, זה צריך לדעת. אבל יש חוק, נגיד במדינת ישראל. לא מותר, אני מדבר על הכשר. Et donc, où on en était? C'est-à-dire comme ça. Quand quelqu'un quitte la maison, ce ne sera pas suffisant de vendre le Hametz. Pourquoi? Parce que j'ai quand même l'obligation de vérifier qu'il n'y ait pas de Hametz. C'était ma maison. Il faut que je sache où le Hametz est, et je le dépose dans un endroit précis que je donne aux non-juifs. Mais si je veux toute la maison, je veux m'exempter de l'abdika, il faudra aussi vendre la maison. On loue la maison, en fait. On va lui vendre. C'est ce qu'il faut savoir, c'est dit comme ça. On vend tout le Hametz. On vend le Hametz qu'il y a dans la maison, on ne vend pas la maison. On vend le Hametz qu'il y a dans la maison ou sur les ustensiles, pas les ustensiles. Il faut préciser où il se trouve quand je sais qu'il y a un endroit précis. Il faut que cet endroit précis dans lequel il y a le Hametz, on s'assure qu'il n'y a pas un risque d'oubli. Et je ne veux pas oublier de manger. C'est pour cela, je peux même laisser dans mon congélateur, mais je vais mettre avec 3 emballages, et je vais bien scotcher, je mets dessus Hametz vendu aux non-juifs. Comme ça, il n'y a pas de risque que je ne veux pas oublier. Et par exemple, est-ce que pendant Pessah, le Hametz, il y a une obligation de ne pas le voir? C'est-à-dire, par exemple, Non. Non, ça, il n'y a aucune. Dans mon garage, j'ai des étagères, je vais mettre des caisses. À l'intérieur, je mets mon Hametz. Et les caisses, je les range. Et ce qu'il faut que je mette. Je les couvre. Il faut que je les couvre, voilà, c'est tout. Ouais. Ça suffit. Ouais. Et je peux travailler à côté sans problème. Sans problème. Moi, je mets en plus, j'écris Hametz. D'accord.
comme ça et je risque pas d'oublier, même si un somnambule au milieu de la nuit, je vais pas oublier. Donc, Et et encore, le fait de voir, par exemple, parce que j'ai mon voisin qui jette du pain aux oiseaux. Il disait de chez toi à la maison? Non, à côté. Pas de problème. Parce qu'on a dit que c'était même de regarder du pain. Tu passes devant une boulangerie. Non, la Gemara dit lo yirae, parce que bien que la Torah emploie le terme lo yirae, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de voir. On n'a pas le droit de voir ton chametz à toi, c'est d'en posséder. Ah, d'accord, c'est ça. C'est ce que la Torah veut dire. Parce que quand on passe devant une boulangerie. Il y a seulement on une peut petite, pas faire, non, une petite précision. Une petite précision. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je veux m'exempter de la bédika, c'est pas seulement que je vais vendre le chametz, je vais aussi louer ou vendre ma maison. Ouais. C'est pour ça que comme ça, c'est cette façon qu'on va s'exempter de la bédika. C'est pour cela que quand j'ai une cave en général, je ne vends pas seulement le chametz, parce que si je vendais seulement le chametz, j'aurais dû vérifier où se trouve le chametz. Je loue la cave et c'est un problème de rentrer pendant Pessah dans cette cave. Parce que j'ai vendu la cave, sinon j'aurais dû vérifier. C'est-à-dire, il y a une différence quand je sais où se trouve le chametz dans ma cave, que je ne vends que les étagères dans lesquelles il y a le chametz, ou dans le cas où je ne sais pas où se trouve le chametz dans ma cave, que je dois faire l'abdika. Et moi, je m'exempte de l'abdika, donc je vends toute la cave, parce que là-bas, c'est le balagan total. Alors, Mais dans ce cas-là, j'en aurais pas le droit d'entrer, sauf exception. Parce qu'au fait, c'est sous-entendu avec le nom juif, que bien que je lui ai vendu ma cave, mais si j'ai un médicament à prendre, que j'ai eu un oubli de quelque chose, il me permet de rentrer une fois par hasard dans la cave. Mais rentrer d'une façon fixe, c'est pas possible parce que je lui ai loué la cave. Mon four à pizza que j'ai à la maison, je l'ai nettoyé, je l'ai fait pyrolyser, c'est un coup d'aspirateur. Il reste tout le temps des petites traces de cendres inaccessibles. Non, la cendre. Voilà. Tu peux la prendre et la manger. On ne peut pas la manger. Tu peux la manger si tu veux. Non mais J'ai brûlé du chametz. C'est devenu de la cendre. c'est inaccessible. Je sais que mon four, il est caché. Alors, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose. Une seconde. Je sais pas. Une fois que c'est de la cendre, c'est de la cendre. La cendre, c'est pas chametz. Voilà. La cendre, c'est pas chametz. D'accord. Mais mieux encore, si j'ai du chametz, des miettes de chametz dans un endroit inaccessible, Pour la on voiture, compte sur par le exemple, bitou. sous les... On compte sur le bitou. C'est là, la Gemara dit un chametz qui a été recouvert de la terre. Si c'est moins de 3 tfachim, c'est problématique parce que le chien est le flair, donc on pourra facilement le faire sortir. Et tu risques de sortir, il est accessible, ça s'appelle. Mais au-delà de 3 tfachim, puisqu'il n'y a même pas de flair, il ne va pas le sentir. Ou bien, comme dans ton cas, que c'est inaccessible, on n'a pas l'obligation de l'annuler. Am Israël Gdoshim, donc on nettoie quand même. Et au pire des cas, on met un peu de javel pour que ce soit immangeable, que ce soit pas rouille, mais dans le cas, dans ton cas, c'est de la cendre. Donc, c'est- Voilà.